téléspectateurs de la RTC, bienvenue à ce numéro spécial d'Avoue la parole. Nous avons l'habitude de donner la parole à un acteur de la société civile, un opérateur économique ou un acteur politique. Aujourd'hui, nous avons donné la parole à Maître Lilongo Bainde Cédric, qui est du courant des démocrates rénovateurs. Il est ici avec nous. Nous allons essayer de décortiquer l'actualité ensemble avec lui. Maître, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous vous sentez à l'aise? Hyper à l'aise. Voilà. Alors, d'emblée, Maître, j'aimerais que vous puissiez d'abord nous présenter votre parti, le courant des démocrates rénovateurs, parce que nous avons une multitude de partis ici en RDC. C'est quoi le courant des démocrates rénovateurs et qui en est surtout l'autorité morale? Merci pour la parole, merci pour la question, surtout pour l'invitation. Le courant des démocrates rénovateurs, CDER en sigle, c'est un parti politique de l'opposition. Là, il faudra... La précision est de taille. Une précision de taille. Ça, c'est de 1, de 2. Le CDR, le courant des démocrates rénovateurs, opère en toute légalité, parce que le CDR a été dûment enregistré au ministère de l'Intérieur par un arrêté ministériel. C'est depuis le 13 décembre 2013 que nous opérons. Si vous computez le jour, ça fait déjà 4 ans que le CDR opère légalement en République démocratique du Congo. Vous n'êtes pas une partie dédoublée? Non, pas du tout. Notre autorité morale est connue. C'est les Mineta, les ministres d'État, son Excellence Jean-Lucien Moussa Tomba, un acteur politique de renom connu au sein de la population. Donc nous évoluons. Nous avons 4 ans d'existence, mais ce que nous réalisons est grand. J'espère que les observateurs avertis les savent. Voilà succinctement le CDR, et peut-être on pourra entrer en profondeur au cours des émissions spécifiques. Mais oui, on va y revenir tout à l'heure. Alors, le CDR, c'est un parti de l'opposition, vous l'avez dit, mais vous faites partie du gouvernement. Êtes-vous toujours dans l'opposition ou vous faites partie maintenant de la majorité? Très bonne question. Il est de principe qu'un gouvernement classique, venons dans le concept, dans le contexte, allais-je dire, classique. Lorsque l'on intègre le gouvernement, on perd sa coloration de l'opposition ou sa casquette d'opposant. Mais tel n'est pas le cas actuellement. Nous sommes au gouvernement en vertu d'un accord, d'un compromis politique. Un accord entre vous et la majorité? De quel accord s'agit-il? Il s'agit de l'accord, s'il faut revenir à la genèse. Il y a eu une crise politique qui a été créée par la majorité au pouvoir. La crise était d'abord artificielle. À la longue, la crise, elle est devenue réelle. Et vous vous rappellerez qu'il y a eu même la résolution 2277 quant à ce. Résolution qui nous indiquait, qui invitait les acteurs politiques à aller au dialogue. Nous sommes d'abord allés au dialogue de l'Union africaine, et vous vous rappellerez également une précision de taille que les travaux préparatoires de ces dialogues, au cours de ces travaux préparatoires de ces dialogues, l'autorité morale du CDR, le ministre d'État, Excellence Jean-Lucien Moussa Tomba, avait eu le privilège de conduire la délégation de l'opposition politique. Parce que c'est de l'histoire, il faudra toujours retracer l'histoire pour fixer les esprits. Donc c'était l'autorité morale du CDR, son Excellence Jean-Lucien Moussa, qui a eu ces privilèges. Il a été choisi par ce père. Il y a eu les travaux préparatoires. En fin de compte, il y avait eu les dialogues proprement dit à la cité de l'Union africaine. Il y a eu un accord. Et cet accord souffrait d'inclusivité. Il fallait faire appel à d'autres opposants pour qu'ils dialoguent avec ceux qui ont déjà dialogué ont eu déjà dialogué avec la majorité. Et vous vous rappellerez de bons offices de la SENCO. Et les bons offices de la SENCO ont abouti à l'accord de Saint-Sylvestre, accord en vigueur, et accord qui préserve les acquis du précédent accord, c'est-à-dire du 18 octobre. C'est à ce titre
que nous avions d'ailleurs signé l'accord de la Senco, de la Saint-Sylvestre, avec notre casquette de l'opposition politique signataire de l'accord du 18 octobre. Donc nous sommes dans ce contexte-là. Il y a un accord, on a signé un accord, et en vertu de cet accord, si vous le permettez, au cours de l'émission, je vais revenir en profondeur. On a signé en tant que partie prenante, opposition signataire de l'accord du 18 octobre. Voici retracé, voilà retracé l'historique même de la chose. Crise artificielle, à la longue, la crise elle était devenue réelle. Il y a eu la résolution 2277, on signe l'accord du 18 octobre à la cité de l'OIA. Et pour réunir toute la classe politique, il y a eu le bons office de la Senco, une manière de dire que cet accord a été signé par tout le monde. J'ai l'accord ici parce que bon, la plupart de vos invités, malheureusement, je ne critique personne, ne font pas des échanges documentés. Tout à fait. J'ai l'accord. Il y a les parties prenantes. D'abord, l'accord nous fixe sur les parties signataires. Parce que dans tout acte, il y a les parties. Et les cas échéants, les parties signataires sont qualifiés de parties prenantes. Qui sont les parties prenantes de cet accord? Il y a les signataires et les non-signataires. Chapitre 1, 1.1. Signataires et non-signataires de l'accord du 18 octobre, c'est-à-dire notre composante, avec leurs composantes respectives. 1, 2, la majorité présidentielle. 3, l'opposition politique. 4, l'opposition républicaine et la société civile signataire de l'accord du 18 octobre d'une part, et les rassemblements Front pour le respect de la Constitution et la société civile non signataire du dit accord d'autre part. Et nous en venons aux signatures, c'est très important pour retracer la lourde tâche que les évêques ont eu à accomplir, parce que recueillir l'inclusivité, c'est pas facile. C'était dans l'intérêt. Le précédent accord avait souffert d'inclusivité. Tout à fait. C'est comme ça qu'on a dû appeler tout le monde, et faire maintenant toute cette partie. Il y a les signataires du 18 et tous les. Il y a tout le monde ici. Je vais éclairer l'opinion parce que c'était dans l'intérêt de la population. Ouais. Nous travaillons dans l'intérêt de la population. Il y a la majorité présidentielle. L'on cite les signataires au nom de la majorité présidentielle. Il y a la société civile, on cite, opposition républicaine, opposition politique. Et opposition politique signataire de l'accord du 18 octobre. Là, nous avons notamment l'autorité morale du CDR, le ministre Jean-Lucien Boussa Tomba. Et nous avons les participants, point 2, signature, participants non signataires de l'accord politique du 18 octobre. Ils ont signé. En tout cas, j'aimerais bien citer ces signataires. Il y a M. Félix Tshisekedi Tshilombo, il y a M. Christophe Lutundula, il y a Kabunda Kabound, je lis ce qui est écrit, les signatures. Il y a Fayoulou Madidi, Martin, il y a M. Delis Sanga, un confrère, parce qu'on est tous avocats. Il y a Jean-Pierre Lissanga Bonganga, Olivier Kamitaki. Donc, pour trouver une voie de sortie à cette crise, la classe politique s'est réunie au mieux des intérêts de la population. Parce que ces gens-là n'étaient pas partie prenante à l'accord du 18 octobre. Tout à fait. Donc, on a levé l'option de dialoguer pour trouver une voie de sortie à la crise. Et tout le monde a signé cet accord. Donc maintenant, il est temps d'appliquer cet accord. Et cet accord s'applique déjà. Justement, c'est ça, vous parlez d'application, parce que les précédents accords du 18 octobre avaient souffert d'inclusivité. Tandis que celui-ci souffre d'application intégrale. Parce que les gens continuent à réclamer que cet accord n'est pas du tout appliqué de manière intégrale. J'ai aimé le terme application intégrale. Voilà. Donc, pour militer à ce que cet accord soit appliqué intégralement, il faut d'abord le reconnaître. Ouais. Donc nous partons du postulat selon lequel tout le monde reconnaît cet accord. Voilà. Alors, ça c'est déjà... bravo à la Senco, bravo aux évêques, voilà. Parce qu'ils ont réussi leur mission. Tout le monde a signé. De mettre tout le monde d'accord, de signer l'accord. Voilà, c'est au fait le postulat du départ. Voilà. Tout le monde est d'accord, il y a un accord. Et aujourd'hui d'ailleurs tout le monde ne jure que par cet accord. Voilà, il y a un accord, on est d'accord sur l'accord.
Premier postulat. Second postulat, l'application. Tout à fait. Nous soutenons que l'accord s'applique déjà et l'application ne se fera pas en une seconde ou en un trait de temps. L'application, elle est graduelle et progressive pour qu'elle soit effective ou complète. J'emprunte le terme intégral. Mais s'il faut estimer en termes de pourcentage, l'application a atteint déjà plus de 90%. Évaluons ensemble. Mais pourquoi Bien que c'est la mission dévolue au sein de ça, nous pouvons faire cet exercice. Voilà. L'accord a plusieurs chapitres. Il y a le premier chapitre qui traite de concepts. Là, on a le concept partie prenante, période préélectorale et électorale. Sur le plan de concept, on est d'accord. Il n'y a pas de problème. Le deuxième, j'allais dire le second, le deuxième, parce qu'il y a le troisième et quatrième chapitre. Le deuxième chapitre, c'est le respect de la Constitution. On s'est mis d'accord que la Constitution ne sera pas révisée. Correct, c'est parmi les acquis. Cela est appliqué. A-t-on révisé la Constitution? Non. Je dis non. Donc, sur ce point, l'accord est appliqué. Ok. Troisième chapitre, les institutions et leur fonctionnement pendant la période préélectorale et électorale. Et au niveau des institutions, on a fait la nuance entre les institutions à mandat électif et les institutions à mandat non électif. Quant aux institutions à mandat électif, nous avions dit que, au niveau du dialogue de la CENCO, nous avions dit que pour les institutions à mandat électif, ces institutions-là restent en fonction jusqu'à l'installation des institutions correspondantes, conformément à la Constitution. Et à la Constitution. Non, à la Constitution. C'est ça, au fait, le mérite aussi de cet accord. Qui fait une part très importante à la conformément à la Constitution. Même pas une part. Cet accord fait corps avec la Constitution, parce que l'accord a été conclu suivant les termes et l'esprit de la Constitution. Les institutions et leur fonctionnement, j'étais à ce niveau au niveau du chapitre. Au fait, j'essaye d'évaluer, ou nous essayons d'évaluer ensemble, pour démontrer que l'accord s'applique déjà. La majorité, on avait noté certaines tendances de réviser la Constitution. Vous vous rappellerez, les CDA, on a marché. On a marché parce qu'on avait lancé des ballons d'essai. On voulait même conditionner la répartition du siège au nombre d'habitants. Et l'on devrait passer par les recensements. Voilà. Non, mais c'est juste pour alourdir c'était une manière de violer la Constitution. Voilà. Nous nous sommes battus déjà au niveau de la Cité de l'Union africaine pour préserver la Constitution. Et même actuellement, la répartition de sièges ne tiendra plus compte du nombre d'habitants, mais du nombre d'enrôlés. Et nous allons revenir sur cela, parce que vous savez que il y a encore la mer à boire. Donc, au niveau des institutions à mandat électif, parlons d'abord du président de la République. On s'est mis d'accord. On s'est mis d'accord. Chapitre 2, point 2.1. Tous les signataires, je vous ai cité le nom, parce que dire les contraires serait se raviser. Nous avons les images, nous avons assisté. La politique, elle est dynamique, mais en tant qu'acteur politique, notre crédibilité dépendra de la constance politique que nous avons. Point 2.1, parce que nous devons éclairer vraiment la population. On dit ceci: les parties prenantes s'engagent à respecter la Constitution du 18 février telle que modifiée en 2011, c'était les lois de la République. Voilà l'incidence. Elle s'engage à n'entreprendre ni soutenir aucune initiative, aucune des révisions et des changements de la Constitution. Sur ce point, l'accord est appliqué. Parce une balise très solide. La Constitution n'a pas été révisée. On évolue. Les institutions de la République, toujours, nous parlons des institutions à mandat électif. L'on dit ceci: les parties prenantes s'engagent à respecter la Constitution du 18 février. On revient toujours sur la Constitution. C'est ça. Notamment les dispositions ci-après. Article 70, alinéa 1er. On reprend que le président reste en fonction jusqu'à l'installation, conformément à l'article 70 ou 70 pour les Français. Nous, on a été colonisés par les Belges, comprenez. Et voilà l'incidence. On dit il s'ensuit que tout président ayant épuisé le deuxième et dernier mandat ne peut plus embriguer un troisième. Donc pas de troisième mandat. Pas de troisième mandat. Voilà. Et cela est respecté.
Et l'on dit encore, il s'ensuit que bien que tant à la fin de son mandat, le président de la République restera en fonction jusqu'à l'installation de son successeur élu. Mandat non électif, un président de la République. En ce qui concerne le députés nationaux et sénateurs, on précise d'abord que le mandat des députés provinciaux sénateurs ont expiré depuis 2012, vous le savez, et ils ont été élus depuis 2006. D'autre part, on précise que les députés nationaux, ceux de députés nationaux, prend fin, le mandat des députés nationaux prend fin en février 2017. Les parties prenantes s'accordent sur l'application des articles 103 et 105 de la Constitution. Ces dispositions disent clairement que ces acteurs restent en fonction, ces institutions restent en fonction jusqu'à l'installation effective de nouvelles assemblées, conformément à la Constitution. Donc, je viens de vous démontrer déjà que sur le plan chapitre 2, respect de la Constitution, parce que le chapitre 1 porte sur le concept, l'accord est respecté et appliqué. Chapitre 2, les institutions à mandat électif, l'accord est respecté. Venons-en aux institutions à mandat non électif. L'accord dit ceci: en vue d'assurer l'équilibre institutionnel et de garantir à tous un traitement égal durant le processus électoral, les parties prenantes conviennent que pendant la période préélectorale et électorale, la gestion des affaires publiques est inclusive au niveau de l'exécutif national. Conséquence, les parties prenantes conviennent d'assigner au gouvernement, non, avant cela, on dit, le Premier ministre exerce la plénitude de prérogatives lui dévolues conformément à la Constitution. Le gouvernement de la République est dirigé par un Premier ministre issu de l'opposition politique. Voilà la garantie que nous avions exigée, obtenue, nous, de l'opposition politique. L'on s'est dit, la majorité au pouvoir a été incapable de concourir à l'organisation des élections quand ils ont géré seuls. Pendant ce temps, pour nous garantir la tenue effective des élections, nous devons avoir la primature. Et l'opposition, le gouvernement de la République est dirigé par un opposant issu de la composante rassemblement, tel que consigné dans l'accord. L'on dit également que la gestion sera inclusive, là on l'a relevé, c'est pourquoi nous disons que c'est un gouvernement d'union nationale, là on trouve les opposants, ceux de la majorité, même ceux de la société civile. Donc ils ne perdent pas leur casquette de société civile, ils sont de la société civile, mais c'est une gestion consensuelle. Donc c'est un modèle de gouvernement qui déroge au modèle classique, et les juristes le disent. Mais en fait, sur ce point-là de l'application, Premier ministre et autres, en fait, l'opinion estime que la divergence est venue plutôt au sein de l'opposition elle-même. Non, c'est pourquoi je suis revenu sur les partis prenantes. Il y a l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre. La question de la primature, ça ne nous concerne pas? Tout à fait. Ça concerne l'opposition non signataire. Vous êtes les signataires de l'accord du 18 octobre. Oui, ça concerne l'opposition non signataire, parce que c'est repris à l'opposition non signataire. Vous faites partie de l'opposition. Tout à fait, de l'accord du 18 octobre. S'ils se sont pas mis d'accord ou ils se sont brouillés sur la question, ça ne peut pas bloquer la République. Nous retenons que le Premier ministre actuel est issu de cette composante. Tout à fait correct. Donc, là, il n'y a pas de débat, l'accord a été appliqué. La gestion est inclusive parce qu'on trouve ceux de l'opposition, ceux de la majorité, ceux de la société civile. Sur ce point, l'accord est appliqué. L'accord est également appliqué sur le fait que nous sommes là. La mission consignée à ce gouvernement, c'est la mission prioritaire, c'est le terme de l'accord, d'œuvrer pour l'organisation des élections. Des élections, voilà. Et comme vous le savez, là je viens au point 4, le processus électoral. La loi électorale a été publiée. La loi a suivi le cours normal, il y a eu des débats, nous on a soutenu autre chose. Les uns ont soutenu autre chose, les autres ont soutenu leur opposition aussi, mais la loi a suivi le cours normal, la loi a été votée au niveau du Parlement, le chef de l'État l'a approuvé. À ce stade, nous notons ça comme une avancée, comme la loi s'impose. Même s'il y a des petits problèmes internes, d'autres qui continuent à contester, qui vont à la Cour constitutionnelle, etc. Mais au moins, la loi a été promulguée. Ça sera reculé. Oui. Ça, c'est la position du CDR et de son autorité morale. Voilà.
J'aimerais justement avoir votre point de vue Son là-dessus. Excellence, le Mineta Jean-Lucien Boussa, vous vous rappellerez que avant d'être au gouvernement où nous gérons le portefeuille du commerce extérieur, c'est pas seulement un bon parlementaire celui-là, c'est un grand parlementaire parce qu'il a été plébiscité par vous, le journaliste, en 2006, l'un des meilleurs députés, et même en 2011. Oui, nous en connaissons quelque chose. Nous avons le privilège d'évoluer à côté de celui qui sait comment la loi suit son cours. Et c'est lui qui maîtrise en tout cas ces circuits-là parlementaires avant d'être au niveau de l'exécutif. Il y a ceci. Quand la loi suit son cours, vous rappellerez que même les Sénats n'étaient pas d'accord sur la question du CFA. Mais il y a eu commission mixte paritaire et au regard de la loi, la position de l'Assemblée nationale qui a primé. Et le chef de l'État a promulgué la loi. Quand une loi... Dans le respect des procédures. Clair, quand une loi est promulguée, en droit on dit, elle opère des effets erga omnes. Pas erga partes, erga omnes. Donc, certains considèrent le seuil comme une contrainte. Le législateur, lui, pour lui, c'est une innovation. Parce que quand une loi est promulguée, ce n'est plus la loi de la majorité, ce n'est plus la loi de l'opposition, c'est la loi de tout le monde. Donc, personne ne peut être au-dessus de la loi est promulguée. C'est ce que nous disons au CDR. Nous disons que nous préparons conséquemment en vertu de cette loi. Et même s'il n'y avait pas seuil, le CDR continue son processus. Donc, à vous entendre parler, donc les débats à ce niveau-là est clos. Il faut plutôt penser aux élections. Justement, je voulais terminer parce que c'était le chapitre. Voilà, justement. Donc, nous faisons d'une pierre deux coups. Nous démontrons que l'accord est appliqué. D'abord, en amont, nous démontrons que l'accord a été signé par tout le monde. Donc, aujourd'hui, nier l'accord, tel n'est pas le cas, hein, parce qu'on réclame plutôt l'application intégrale. L'accord, de ce côté-là, tout le monde est d'accord. Tout le monde est signataire, tout le monde est d'accord sur l'accord. Mais maintenant, nous démontrons que l'accord a déjà été appliqué ou s'applique déjà à plus de 90%. À plus de 90%. Nous devons reculer ou nous devons avancer. Parce que l'application de l'accord, l'application intégrale que nous cherchons, nous allons l'obtenir chemin faisant. Au niveau du processus électoral, j'ai invoqué le fait que, j'ai dit invoquer, hein, comprenez, je suis déformé par ma formation parce que évoquer en droit c'est autre chose. Bon, nous on dit invoquer. J'ai invoqué la loi électorale qui a été promulguée, c'est une avancée. Et je ferai référence aussi à l'enrôlement qui a été clôturé. L'enrôlement a été clôturé. C'est une étape très importante d'ailleurs. Nous allons peut-être revenir là-dessus si vous m'en donnez l'occasion. L'enrôlement a été clôturé. Et le nombre d'enrôlés évalué à 46 millions d'enrôlés. Et en 2011, nous en étions à 32 millions. Donc il y a eu une avancée. Le processus électoral suit son cours. Et sur ce point, l'accord s'applique. Nous venons au niveau du chapitre suivant. Décrispation politique. C'est ce qui pose problème aujourd'hui. D'après certains ténors de l'opposition. Décrispation politique. Mais lisons l'accord. La décrispation avait deux aspects. L'aspect libération des prisonniers politiques ou arrêt de tracasserie judiciaire à l'égard de certains opposants. Un, deux. L'aspect de signal des entreprises audiovisuelles. Sur ce point, il y a eu application. Vous le savez, il y avait d'ailleurs une contrainte de 15 jours. Parlons de la décrispation politique. La décrispation politique était déjà entamée même au moment où on signait l'accord. C'est ce que certains ne disent pas. Mais nous le disons, c'est pourquoi nous avons amené l'accord. L'accord dit ceci. Les parties prenantes ont pris acte avec satisfaction que le cas de messieurs, je citerai ce qui est écrit, Antipas Moussa, Roger Lumbala, Floribert Anzouloum et Moïse Mounidela ont déjà été traités par la dite commission, laquelle a déjà décidé, la commission de hauts magistrats, de l'arrêt de poursuite pour les 3 premiers et de la libération du dernier. Mais nous disons la décrispation doit continuer. Oui, parce qu'en fait, la pour décrispation, le mortel, c'est ce qu'on appelle les prisonniers emblématiques. C'est en fait cette grande visibilité là qui manque encore.
La description a déjà été entamée, je l'ai démontré. La décrispation doit suivre son cours. Ça, c'est sur le plan de la décrispation. Sur le plan du mécanisme de suivi, le CNSA a été installé, le CNSA opère conformément à l'article 222. Mais avec beaucoup de difficultés. 222 c'est une première. Hein. La CNSA n'a jamais existé. Permettez-moi de lire la Constitution. C'est l'article 222. C'est peut-être ça la différence entre nous et les autres. Hein. Nous, on est opposants qui tiennent au texte. Hein, parce qu'on ne peut pas prétendre diriger la République démocratique du Congo sans maîtriser ce loi. Les textes, avant de les respecter, il faut les maîtriser. C'est pourquoi nous venons parler avec le texte à l'appui. C'est l'article 222 de la Constitution. Voilà. Toutefois, alinéa 3, par une loi organique, le Parlement pourra, s'il échec, instituer d'autres institutions d'appui à la démocratie. Donc le CNSA, c'est une espèce. C'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Cet accord a été conclu conformément à la Constitution. Et l'on précise dans l'accord, on a été prudent parce que, vous voyez, son Excellence Jean-Lucien Boussa Tomba, l'un des signataires parlementaires, plébiscité plusieurs fois meilleur député national. Les parties prenantes conviennent conformément à l'article 222 alinéa 3 que je venais de lire de la Constitution de mettre en place une institution d'appui à la démocratie chargée de suivi de la mise en œuvre de l'accord conclu entre elles. Maintenant la précision importante, en attendant l'adoption en procédure d'urgence de la loi organique, cette structure mise sur pied lige et fonctionne sur base du présent accord. Et dans l'accord, on fixe les attributions, la composition. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Bon, après cette évaluation rapide, de vous à moi, parlons peu, parlons bien, l'accord est-elle appliquée, oui ou non? L'accord n'est-elle pas appliquée à plus de 90%, oui ou non? Non. Mais il faut parler sur base des textes. Cet accord a connu une application à plus de 90%. Et il y a un aspect de la décrispation politique parce que la décrispation doit suivre son cours, chemin faisant. L'objectif pour lequel nous avons signé cet accord, l'objectif ou la mission prioritaire même confiée au gouvernement actuel, c'est les élections. Mais les contestations, maître, viennent beaucoup plus justement des rangs de l'opposition. Justement, parce que l'on ne revient pas au texte conclu. Oui. C'est l'exercice que je me suis plié. Tout à fait. Il faut revenir au texte. Et peut-être aussi à leur interprétation. Non, mais laquelle? Parce que l'on nous dit qu'il faut une application intégrale de l'accord. Pour que l'accord s'applique intégralement sur cet aspect qui reste, ce petit aspect-là qui reste, on doit bloquer le processus électoral. C'est une question de choix. Oui. Nous, le CDR, avec notre autorité morale, son Excellence Jean-Lucien Boussa Tomba, excusez-moi, j'aime bien parler de lui, parce que c'est auprès de lui que nous ouvrons ces perspectives avec le bagage qu'il a. Nous, au niveau du CDR, avec notre autorité morale, nous sommes d'avis que nous avions conclu cet accord au mieux des intérêts de la population et nous optons pour la voie de la paix pour la paix. Si nous avons la possibilité d'obtenir ce que nous voulons dans la paix, pourquoi recourir à la voie de la force? Et là, nous sollicitons vraiment aussi l'implication de la SENCO, parce que avec eux, il y a eu un bon résultat, et conformément à l'accord, s'agissant de la décrispation politique, la SENCO, il incombait à la SENCO de continuer à faire le bon office auprès des autorités. Cela est repris dans l'accord. Donc, que la SENCO ne se décharge pas. Mais nous comptons sur les évêques pour que ce travail puisse continuer. Assez vulgarisé. Et là, moi, je vous incrimine, vous autres responsables des partis politiques et autres, parce que si la population est ignorante aujourd'hui de plusieurs aspects, c'est par manque justement de vulgarisation. Vous l'avez dit tout à l'heure vous-même que ce sont les textes, la maîtrise des textes
Si vous maîtrisez les textes et si la population ne maîtrise pas, elle est pratiquement abandonnée à elle-même. C'est pourquoi nous nous sommes décidés enfin de renouer avec la télé. Parce que c'est surprenant. On ne pensait pas que les autres signataires allaient tenir un autre discours. Parce que c'est un accord qu'on a signé ensemble. Grande était notre surprise de voir les signataires, certains, passer à la télé, développer des théories contraires. Et c'est pourquoi, pour éclairer la population, nous savons que votre chaîne est très suivie. Nous faisons ce travail. Mais au niveau du CDR, au niveau de nos militants, ils sont suffisamment informés. Parce que c'est le courant des démocrates. Ce n'est pas simplement des démocrates, rénovateurs. C'est pourquoi nous, dans notre approche, nous discutons sur base des textes. Nous discutons sur base des textes, nous échangeons sur base des textes. Donc nos militants, nos cadres sont suffisamment informés. L'on a estimé que, comme il fallait, le terme sera fort, mais je n'en trouve pas d'autre, recadrer certaines choses, c'est pourquoi nous revenons à la télé, pour revenir sur l'accord. Parce que nous sommes au gouvernement en vertu de cet accord, la gestion inclusive du pouvoir, nous gardons notre casquette d'opposant, parce que nul était cela, on n'allait pas être au gouvernement, on est de l'opposition, et nous disons haut et fort que nous co-gérons, mais nous ne partageons pas les J'apprécie votre courage, j'apprécie votre courage, votre sincérité, dire que vous gardez votre casquette d'opposant, mais c'est comme si à un certain moment, vous aviez oublié justement que vous étiez opposant, que vous avez défendu les intérêts de la population, et puis à un moment donné, disparu, il n'y a plus de communication, il n'y a rien, et voilà. On a relevé la question tout à l'heure. Tout à fait. On signe l'accord. Le moment était d'appliquer l'accord. C'est pourquoi même les autres ne contestent pas l'accord. Ils tiennent plutôt à l'application intégrale. Peut-être on n'est pas d'accord sur la méthode ou le voie auquel il recourt pour parvenir à cette application intégrale. Mais l'on a constaté depuis un temps, au lieu que chaque partie prenante s'évertue à exécuter l'accord, certains d'entre nous commencent à passer à la télé pour débiter des théories contraires à ce qui a été signé. Voilà pourquoi nous revenons. Nous revenons pour communiquer. On fait d'une pierre deux coups. On tient à l'application, on est là pour l'application, mais en même temps nous revenons pour dire, voilà, nous avons signé cet accord ensemble. Que l'on ne débite pas des théories contraires à ce qui a été consigné. Nous aurions aimé voir aussi l'autorité morale sur le terrain lui-même. Justement, je vais en venir. Oui. Ça, c'est de 1. Donc, nous revenons, nous du CDR, nous revenons à la télé pour dire qu'il y a un accord et que les théories que l'on débite ne cadrent pas avec l'accord. Ça, c'est de 1. De 2, vous aviez relevé un souci au niveau de la population. La population doit être informée. Là, c'est la tâche incombe à chaque parti politique. Et nous revenons pour dire à la population, voici ce que dit l'accord. Voici au niveau, nous sommes à ce niveau. Voici ce que dit l'accord. Évaluons ensemble l'application de cet accord. Évaluer. Est-ce ce que les autres réclament est fondé? Si c'est fondé, est-ce c'est fondé entièrement ou partiellement? Voilà les réflexions que nous lançons et nous évaluons, bien que c'est une mission dévolue vous évaluez à quel niveau? Mais j'ai évalué au regard du chapitre de l'accord. Oui, tout à fait. Mais au niveau des partis du CNSA, c'est comme s'il y a une coupure. Les CNSA, à certains moments, on ne les sent pas et ils se laissent faire. Et vous autres aussi, vous évaluez de votre côté. Vous ne voyez pas que vous travaillez un peu en ordre dispersé. C'est ce que je dis. Je dis ceci. Je dis, c'est une mission dévolue institutionnellement au CNSA. Mais il revient aussi à chaque parti politique, à chaque acteur politique, d'évaluer le processus. Voilà. Parce que nous sommes là en vertu de l'accord. Correct. Pas évaluer dans le sens institutionnel du terme, mais se dire, nous prenons telle position, telle posture au regard de tel ou tel autre réalité. Nous, du CDR, nous estimons que les élections, la tenue des élections est possible. La tenue des élections est possible au regard de l'évaluation que nous faisons à notre niveau. Parce que nous sommes un parti politique, nous devons évaluer à notre niveau. Ça, c'était un autre point.
Je reviens sur la question. Oui. Vous dites que même l'autorité, vous aurez aimé même que l'autorité morale, on le voit beaucoup plus sur terre. Voilà. Notre autorité morale, il avait l'habitude de communiquer à la télé, à la radio, mais là il était député national. En ce moment-ci, il est membre de l'exécutif. Mais il n'a pas arrêté de communiquer, justement. C'est là où je voulais en venir. Oui. La communication est multiforme. Et vous de la presse, vous nous aviez appris d'ailleurs qu'actuellement on parle de nouveaux médias. Exactement. C'est-à-dire il ne faut pas avoir cette vision réductrice de la presse. Quand on parle de la presse, de la com ou de la communication, on ne voit que la télé, on ne voit que la radio. Et vous serez d'accord avec moi que nous on est opposants de terrain, hein, mais il y a des opposants de l'internet. Les opposants qui organisent des marches sur internet. Des opposants dans leur chambre, ils demandent à la population de marcher. Lui, il est à Londres ou je ne sais où, en Angola et consorts. Mais nous, on est opposants de terrain. Et de par notre stratégie politique, nous savons user de toutes ces voies multiformes de la communication et de la presse. Parce qu'il y a la presse écrite. Il faut lire ce que les journalistes, vos collègues de la presse écrite. Mais pourquoi ne pas publier des tribunes tout ça, oui. De deux, il y a de nouveaux médias. Voilà. Bien qu'il y a de ceux qui n'excellent que dans ça. Parce que le peuple congolais, lui, est resté audiovisuel. Hein? C'est que dans ça. Voilà pourquoi nous devons amener notre population à évoluer. À évoluer. Dans le programme du CDR, parce que nous avons un programme. Programme publié depuis 2015, notre programme de gestion du pouvoir. Ça c'est extraordinaire parce qu'il y a vision politique, un peuple grand pour une grande nation. Il y a beaucoup de partis qui n'ont même pas de la plume de l'autorité morale Jean-Lucien Boussa. Donc nous ne venons pas aux affaires de manière hasardeuse. Nous avons eu le temps d'étudier les problèmes. J'aborde toujours cette question de communication. Je vous ai dit tantôt au passage qu'il était député national, maintenant il est membre de l'exécutif. Mais en tant que membre de l'exécutif, il communique. Il communique en rapport avec ses actions au sein du gouvernement. Sur ses attributions. Il communique justement. Un homme d'État ne communique pas tous les jours. Un homme d'État ne communique pas tous les jours, surtout celui qui est au sein de l'exécutif national. Il est différent d'un parlementaire. Voilà. Au fait, la nuance, elle est de taille. On confond la mission d'un ministre d'État, homme d'État, et la mission d'un parlementaire. Tout à fait. Il est au gouvernement, il communique par rapport à ses actions au sein du gouvernement. Si vous me les permettez, on était au plan. On était au plan, maintenant on est au commerce extérieur. Mais au plan, allez demander aux agents du plan. On réclame le mine-État Jean-Lucien Boussa au plan. Parce qu'il a réalisé des actions qui parlent. Je connais un auteur qui avait l'habitude de dire le mot sans muet. Les actes parlent. Les actes de Jean-Lucien Boussa parlent. Et maintenant au commerce extérieur. Il y a plusieurs années passées, on ne parlait plus du commerce extérieur. Mais actuellement, je viens de... nous avons vu... il y a eu des arrêtés. Les arrêtés, des restrictions d'importation. Les opérateurs économiques réclament d'ailleurs la reconduction de ces arrêtés parce que ces arrêtés avaient pour vocation de protéger l'industrie locale, de lutter contre la fraude et l'entrée massive de produits d'origine étrangère, de lutter contre la contrebande. Et les effets positifs sont palpables. Là, c'est le social. Il n'y avait pas de visibilité en fait du commerce extérieur. Maintenant, au moins, on sent que c'est un ministère qui existe. C'est palpable. À la Mercurial, il y a beaucoup de choses qui... Voilà, vous invoquez... je suis en face d'un journaliste suffisamment informé. C'est pourquoi nous comptons sur la presse pour vulgariser les actions du mine-État. Parce qu'on a comme l'impression qu'il ne communique pas. Et pourtant, à travers ces actions au sein du gouvernement, il pose des actes. Les actes qui améliorent les recettes de l'État. Vous avez parlé de Mercurial. Là maintenant, c'est une commission qui nous fixe sur le prix de produits miniers, de bois et des autres produits exportés. On sait faire la traçabilité et il y aura augmentation des recettes de l'État. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Actuellement,
on nous a repris dans le processus de l'AGOA. C'est parce que le Mineta, Jean-Lucien Moussa, s'est battu. L'AGOA, c'est la loi en faveur des États africains pour ne pas payer le droit de douane. Hein, la loi américaine. Oui. On était écarté de ce processus. C'est grâce à lui, au niveau de Niamey, ce dynamisme-là qu'il a amené. Encore une information importante. Actuellement, nous occupons le poste. La République, au fait, occupe le poste de deuxième vice-président au niveau du comité de coopération et d'intégration régionale de la CEA. Donc, le commerce extérieur, la RDC à travers le commerce extérieur communique et rayonne. Communique et rayonne. Je parlerai également de la santé de la population, parce que la santé touche au social. Excusez-moi d'être beaucoup plus juridique sur ce point. La loi particulière sur le commerce donne de prérogatives au ministre du Commerce extérieur, spécialement ces articles 11 et 13, notamment interdire l'entrée de produits nuisibles à la santé de la population. Parce qu'on ne cesse de mourir tous les jours, hein, pas seulement après les marches, mais des crises cardiaques. Nous en avons vu aussi l'exemple avec l'interdiction des produits. Mais depuis que le Mineta, Jean-Lucien Moussa est là, vous vous rappellerez qu'il a pris des mesures pour interdire la commercialisation et l'importation des tilapias d'origine venant de 5 pays, Thaïlande, Équateur et avec cette affaire de salmonella. Voilà, donc il veille et à la santé de la population, ça a de l'impact direct sur le social. Donc bien que l'objectif prioritaire du gouvernement c'est les élections, et là quand il prend des mesures restrictives d'importation, c'est une manière de pousser les opérateurs économiques qui sont aussi de contribuables de payer l'impôt, et une manière de maintenir la main-d'œuvre locale, hein, et une manière d'encourager l'industrie locale. Et ça crée de l'emploi, ça aide ceux qui travaillent déjà de conserver leur emploi, et l'objectif c'est le plein emploi. Là c'est le social. Alors, et au niveau des élections, on évolue aussi. Clôturons notre entretien avec le on devrait intégrer ce gouvernement pour vraiment atteindre... je parlerai en termes de seuil, parce qu'actuellement on va clôturer cet entretien maintenant avec le processus électoral, parce que c'est ça le plus important. Je crois que c'est l'objectif même du gouvernement, le processus électoral, par rapport surtout à votre parti. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme message aux membres de votre parti et à la population par rapport au processus électoral, parce qu'il y a encore des doutes par-ci par-là? Voilà, par rapport au processus électoral, le CDR est prêt pour les élections. Ça sera peut-être surprenant, parce que je vous ai dit que nous avons 4 ans d'existence. Mais la tâche a été facile pour nous, parce qu'on sait lire la loi. Encore, c'est une stratégie que je vais révéler à l'égard d'autres partis politiques. Les stratégies, nous en avons légion, mais celle-là, je révèle à l'intention d'autres partis politiques. Quand vous lisez la loi, c'est la loi du 15 mars. La loi du 15 mars 2004. Portant organisation et fonctionnement de partis politiques. Les partis politiques, lors de leur création, on exige avant l'enregistrement au ministère du Commerce extérieur qui est la représentativité nationale. Donc, tout parti politique opérant légalement au Congo est national. C'est ça au fait l'incidence aussi avec le seuil, est national. Au point que vous pouvez implanter votre parti sur toute l'étendue de la République en une année. Il faut juste fidéliser le membre fondateur. C'est une stratégie que je révèle aux autres. C'était juste au passage. Quant au processus électoral, nous notons qu'il y a des avancées significatives là, sur le plan global. La loi électorale a été promulguée. Le gouvernement de 1, de 2 a financé les élections. Si vous permettez, rapidement, j'ai le point de presse du président de la commission électorale en une seconde. Au niveau de la conclusion, point 8, il dit ceci. Mention spéciale, j'ai aimé ce terme, doit être faite au gouvernement de la République qui a financé seul l'opération de révision du fichier électoral et a doté la CENI d'avions, camions, jeeps, hors-bord et autres moyens logistiques à sa portée pour la soutenir. Donc les moyens sont là. Les moyens sont là parce que l'opposition a un regard très attentif. Le plus grand problème c'était les moyens. Les moyens. L'opposition a un regard très attentif quant à ceux.
On est confiant parce que jusque-là, le calendrier est respecté. Le président de la CENI nous rassure quant à ce. Il revient à chaque partie prenante de jouer son rôle. Et même en termes d'innovation, la CENI doit suffisamment communiquer. Par rapport à la machine à voter pour certains, à frauder, à tricher pour les autres, la CENI doit suffisamment communiquer parce qu'au niveau du CDR, nous avions relevé que l'opinion n'était pas préparée à recevoir cette opinion, cette innovation. De communication essentielle. Et de trois, à notre niveau, le CDR, on est prêt à présenter les candidats à tous les niveaux. À tous les niveaux. On est prêt. Si on se réveillait le matin, le président de la CENI, un matin, on présente les candidats à tous les niveaux. On est prêt. Parce que durant nos 4 ans d'existence, on a suffisamment implanté notre parti au niveau national. Et malheureusement, on ne peut pas ouvrir les téléphones. J'allais vous citer le nom, vous donner les numéros de nos présidents fédéraux, interfédéraux sur toute l'étendue du territoire national. Donc, allons aux élections. C'est l'objectif pour lequel nous avions accepté ce compromis politique. Wow. Parce qu'on aime bien notre casquette d'opposant au régime. Parce que, comme vous le savez, nous n'allons pas partager ces bilans de la majorité. Nous, on est là pour les élections gouvernement d'Union nationale. Allons aux élections pour que le CDR démontre à la face du monde de quoi il est capable. Donc vous rassurez que le CDR, que les élections auront bel et bien lieu, que vous allez y participer. Nous devons concourir à la tenue de ces élections. C'est pourquoi on est au gouvernement. On est au gouvernement, l'opposition politique est au gouvernement. En conclusion, c'est pour cette raison, je conclus, que nous avons tous accepté de signer cet accord. Il y a 32 signataires. Et peut-être le voie pour aboutir à la tenue des élections diverges. Il y a de ceux qui estiment que il faut opter pour la voie de la violence. Nous voulons la voie de la paix et pour la paix. Parce qu'il faut des élections crédibles, transparentes et surtout apaisées. Voilà qui est bien dit. Merci beaucoup, maître. Nous recevions pour vous, maître Lilongo Baende Cédric, qui est du CDER, le courant des démocrates rénovateurs, dont l'autorité politique est le ministre d'État Jean-Lucien Boussa Tongba du commerce extérieur, avec qui nous avons parlé de plusieurs sujets du processus électoral, de leur maintien dans l'opposition et de bien d'autres sujets, surtout de l'accord. J'espère que vous avez été édifiés. En tout cas, maître, nous sommes très heureux de voir votre maîtrise des sujets, surtout des textes. Ça, en tout cas, nous vous en félicitons. Et comme nous l'avons dit, nous vous avons donné la parole, nous la retirons, juste pour remercier l'équipe technique qui nous a accompagnés. En tout cas, à vous tous qui nous avez suivis, merci. Nous espérons vous retrouver à la prochaine.